Puis je pense que trop souvent, on fait l'erreur, puis pas juste à droite, hein, mais de mélanger l'État et la nation. Tu sais, dans le sens que puis ça, je pense que malheureusement, c'est un procès qui a été longtemps fait à la DQ, de la part du PQ, il faut le dire, là, que quand tu critiquais le modèle québécois, c'est comme si tu critiquais la nation québécoise. Mais tu sais, voyons, c'est n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Le podcast de Yann et François vous est présenté par le gouvernement du Québec, qui est heureux d'offrir une subvention via la SODEC. Non, Pas tu pas ça, correct, Yann, t'es pas ça va correct. être notre sujet dans le Patreon. Ouais, c'est ça, on en parlera. Aujourd'hui, on a un invité. On va être plus tranquille que ça, inquiétez-vous pas. Bienvenue dans Yann et Frank. On reçoit Étienne-Alexandre Beauregard. Yes, juste avant de faire rentrer notre invité, on va remercier les commanditaires qui nous font confiance depuis des mois, des années. Nos amis de TLF Dessin, ça, c'est une business dans le domaine de la construction. Ils sont spécialisés dans le dessin industriel. Bon, les plans 3D, ils ont de la machinerie, ils se déplacent sur les chantiers de construction. Donc, ils ont travaillé sur des gros projets. Vous pouvez les contacter si vous avez besoin dans ce domaine-là. Nos amis de Ranch Brand, pour les vêtements Ranch Brand, c'est le brand de country numéro un au Québec, au Canada. Donc, c'est un business de chez nous. Et Ready for Canada, là, il ne faut pas que je scrape la publicité parce que Steven m'a écrit hier qu'ils It ont watch. ils ont des promos en cours. Donc, les gens qui ont besoin d'aide pour la résidence permanente, ça veut dire, dans le fond, vous êtes ici, vous avez rempli vos papiers, et dans le fond, vous êtes en règle, mais vous avez besoin d'aide pour ce qu'on appelle la résidence permanente. Donc, permanente, il y a une promo, c'est 10% sur leur service là-dessus et 20% sur la validation d'emploi. Ça, c'est lorsqu'un employeur supporte la demande de résidence permanente d'un de ses employés. Fait que si vous ne voulez pas que ICE vous ramasse et que vous soyez déporté, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ICE. Il y a un truc canadien qui ressemble à ça. Ils font juste pas le job. Là. Mais si vous, vous pouvez contacter, c'est ça en gros, contactez des pros si vous avez besoin d'aide là-dedans, parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de paperasse avec le gouvernement, puis eux vont pouvoir vous aider. Sur ça, je vais faire rentrer Étienne Alexandre Hey, qui est. Frank, avant qu'on continue, Oui, vas-y. mon son est distorsionné. Tantôt, j'avais accroché le gain, je pense, sur mon micro. Là, il est pas pire. Non, ton truc, t'es OK, correct. parfait, good. T'es correct. Salut Étienne, Allô? ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Écoute, quand on s'était vu à ton lancement de livre, j'avais dit on va t'inviter, c'est sûr. Ça prend un petit peu plus de temps parce que je voulais le lire. C'est quand même un concept de C'est base. bien correct. Dans, c'est comme une ligne directrice d'éthique qu'on a dans le podcast. Il faut au moins qu'il y ait un des deux animateurs qui ait lu le bouquin. C'est Euh, rarement à moi. Ça arrive, mais c'est plus souvent à moi, faut le dire, faut le dire. Écoute, première question. Êtes-vous contre l'avortement, Étienne Alexandre? Non, c'est pas vrai. C'est à Radio-Canada. Mais sérieux, ma première question avant de rentrer dans le livre, ce serait un peu par rapport à ça. C'est comment tu trouves ta tournée des médias jusqu'à présent? Je trouve que tu as fait honnêtement, je pense que tu es la personne que je connais qui a fait le tour le plus diversifié que j'ai vu. Là. Donc, Radio-Canada, un coup en France avec Mathieu Bock-Côté. Après ça, je t'ai vu à Radio Pirate, je t'ai vu à Radio X, je t'ai vu à Libre Média, je t'ai vu passer hier au Verbe. Finalement, je pense que tu parles à tout le monde. Fait que comment tu trouves cette expérience-là jusqu'à présent? Ben, c'est sûr, écoute, le 1er, disons, la première manche, c'était vraiment en France parce qu'il faut le dire, le livre Anti-civilisation est d'abord sorti en France. L'éditeur, Les Presses La Cité, est un éditeur français. Fait que c'est sûr que ça a donné une bonne exposition là-bas. Puis, tu sais, bon, j'ai la chance que je suis arrivé, je pense, à un bon moment, puis il y a eu beaucoup d'intérêt média. Tu sais, pour vrai, j'ai été là pendant un mois. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, j'en avais parlé avec l'éditeur avant. J'avais dit, c'est quoi, je vais prendre un mois off là, pour vraiment être à Paris, pour pouvoir profiter du lancement. L'éditeur m'avait regardé, il avait dit, ouais, t'es-tu vraiment sûr que ça va à peine d'être là pendant un mois? Il dit,
peut-être que tu vas perdre ton temps, là». J'ai dit: «Ah, je sais pas, mais j'ai comme un petit pif, là, je vais le faire pour vrai». Puis finalement, sans joke, j'ai été là 30 quelques jours, puis quasiment à chaque jour, j'avais une invitation média, fait que je remercie le ciel d'avoir, pensé à ce moment-là, de le faire. Puis moi, j'ai été vraiment content de l'intérêt. Tu sais, bon, évidemment, j'avais quelques amis, en France qui avaient de l'intérêt, qui savaient que le livre s'en venait, mais aussi, il y a eu de l'intérêt «organique» entre guillemets, là, des gens que je connaissais pas pantoute qui m'ont dit: «Hey, moi, je travaille pour tel journal, tu veux-tu venir?» puis tout. Fait que ça, j'étais vraiment content. Mmh. Puis après ça, revenant ici, moi, pour vrai, j'avais Quand pas même tant un marché d'attentes pour le intéressant, Québec. la France, on va se le dire, là, Ouais. 66 millions de personnes, c'est pas le Québec, là. Il y a des potentiels de vente beaucoup plus intéressants, là. Oui, mais pour vrai, c'est encore drôle parce que si tu regardes, disons, l'économie de l'essai, là, les ventes d'essais, malheureusement, ont vraiment chuté dans les dernières années à peu près OK. partout dans le monde. Puis, tu sais, mettons, moi, quand je parlais, j'ai certains amis qui sont essayistes en France, puis que je disais, par exemple, le schisme identitaire, mon premier livre, il a vendu 2000 au Québec, ce qui, pour un livre québécois, est assez bien, mais on s'entend, c'est pas, Ben, tu pas pas loin du tant que ça, là. best-seller, là. On est à Ouais, 3000, c'est je pense, ça. un Mais best-seller au Québec. il y avait des Français qui me disaient: «Waouh, moi, nous autres, on vend pas ça», tu sais? Fait que de dire que je pense que c'est difficile un peu partout quand même de vendre des essais. Fait que oui, on peut se dire ça, mais tu sais, moi, je me mets pas riche avec mes livres, là, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le font, à part si tu t'appelles, Denis Laferrière ou quoi que ce soit, là, Marie Laberge, tu sais? Ouais. Mais non, c'est malheureusement pas mon cas. Fait que non, puis après ça, au Québec, c'est sorti le 31 octobre, tu sais? Puis, non, ça aussi, j'étais content de l'intérêt, mais on ne sait jamais, tu sais, la réception. Parce que, bon, tu sais, je sais que j'ai quelques amis à quelques endroits. Tu sais, je veux dire, si Cube Radio ne m'avait pas invité, j'aurais été un peu surpris. Mais après, tu sais, d'avoir une invitation de Radio-Canada, ça, c'est toujours, ah bon, tu sais, je suis content quand je l'ai, mais je ne la prends pas pour acquis, mettons. Fait que, après ça, de voir qu'il y a de l'intérêt autour de ça, je suis juste content parce que ces choses-là, c'est tellement, euh, tu sais, le timing, qu'est-ce qui va se passer dans la foulée? C'est difficile de prédire un livre. Tu sais, tu peux comme écrire quelque chose de bon puis tout, mais ça se peut que, tu sais, il peut y avoir la guerre en Ukraine qui est déclenchée le jour que tu le Ouais. sors, puis ça marche pas, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, j'essaie de pas le prendre pour acquis. Non, c'est ça. Ça peut briser les plans un peu de ce côté-là. Écoute, moi, une des premières choses que j'ai pensé en lisant ton livre, c'est, puis peut-être tu tu seras pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, je trouve dans la plupart des livres, en particulier quand on est dans le début comme de notre carrière d'écriture, comme auteur, comme essayiste, il y a tout le temps comme une petite part de personnel là-dedans, d'autobiographie d'une certaine manière. Puis dans ton livre, tu parles beaucoup d'une génération, tes appels en fait les nouveaux enfants du siècle. Tu dis c'est une génération qui souffre d'un vide existentiel, qui a un besoin d'enracinement, qui cherche des valeurs auxquelles se raccrocher. Puis bon, on peut peut-être expliquer par là, le succès de figures comme Jordan Peterson, c'est avec les 12 Rules for Life, puis des gens qui essaient de donner à une génération plus jeune des espèces de repères dans un monde un peu déraciné. Puis tu reviens là-dessus jusque dans la conclusion du livre, là, où tu parles d'une génération hyper branchée, dépourvue de liens sociaux, un peu paumée puis acculturée finalement, là. Euh, jusqu'à quelle part jusqu'à quelle part de toi là-dedans, c'est un constat comme sociologique que tu fais et que c'est un constat aussi qui est comme personnel, tu sais, par rapport à ton expérience à toi? Parce que en lisant ton livre, je sentais que tu sais, tu t'excluais pas de ça, tu te sentais comme visé aussi là, d'être dans une génération qui a des repères perdus, là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression, malheureusement, justement, quand je regarde notre génération, puis, tu sais, les chiffres que je sors sont réels. Bon, ils viennent des États-Unis, mais on constate nous-mêmes le même phénomène au Québec, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine, tu sais. Puis, bon, moi, j'essaye de sortir de ça à titre personnel. Tu sais, moi, je pense que justement, tu sais, du moment que tu es engagé dans la société, que tu es engagé en politique, déjà, tu as des réseaux sociaux au sens véritable qui sont beaucoup plus développés, je pense, que la plupart des gens. Tu sais, moi, c'est vraiment rare que je vais passer 3 jours de suite à rien faire puis à écouter la TV chez nous, là. Des fois, j'aimerais ça. Mais c'est pas. Je le vois par contre quand je regarde, puis c'est un peu ce que je dis quand on voit un peu les limites de l'absence de transmission, les limites de l'espèce de liberté vide qu'on nous fait flotter sans idéal. Parce que tu passes dans le réseau scolaire aujourd'hui, puis tu sais, c'est comme c'est quoi l'héritage civilisationnel, l'héritage culturel qu'on te transmet, c'est assez mince. Juste dans ça, je sais, on va peut-être être en désaccord là-dessus, parce que j'ai pas le même amour que vous pouvez avoir pour la liberté dans l'absolu, disons. Mais moi, je pense une des sources de cette crise-là, c'est que malheureusement, la question, par exemple, du bien et du mal, de dire qu'il y a certaines choses qui sont plus désirables que d'autres,
j'ai pas l'impression que les jeunes ont intégré ça beaucoup dans la mesure où on n'a pas voulu leur transmettre, tu sais. Puis ça partait sûrement d'une bonne place. Mais tu sais, de dire, tu sais, des espèces de slogans vides qu'on entend, puis c'est juste ça que tu entends quand tu grandis dans le système d'éducation. Tu sais, c'est comme, ah, tu peux devenir ce que tu veux, deviens ce que tu es. Mais tout ça, j'ai l'impression que pour que ça soit réel ou que ça puisse s'incarner, ça présuppose qu'il y a eu une transmission culturelle de base. Ça présuppose que les gens y ont des fondations qu'on leur a données puis qui sont capables de s'orienter après. Puis je pense malheureusement que le point où on est culturellement aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, parce qu'ils n'ont pas eu cette transmission-là à la maison, parce qu'on leur a refusé à l'école, arrivent justement dans la vingtaine, puis là, ils se disent, OK, bon, on m'a dit que je pouvais être tout ce que je voulais, mais je ne sais pas vraiment dans quelle société je m'inscris, dans quelle civilisation, dans quelle nation je m'inscris. Puis là, je suis juste perdu, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on dessert les gens en voulant pas leur transmettre. Bon, moi, je m'identifie à ça dans la mesure où je vois beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Mmh. Jusqu'à un certain point, j'essaie de m'en sortir moi-même, tu sais, en lisant beaucoup, en essayant d'être informé, etc. Mais je vois aussi que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, qui fait cet effort-là, puis tout. Puis je pense c'est-à-dire qu'on peut pas bien répondre aux attentes des jeunes aujourd'hui si on essaie d'ignorer cette crise des valeurs-là, puis qu'on pense que tout va Mmh. bien ou que c'est juste un enjeu matériel, puis que dans le fond, le problème, c'est le prix des maisons. Tu sais, oui, Mais c'est un problème, Ben, mais il y a plus juste que ça. aller. Tu sais. mais juste avant que tu t'enchaînes, Yann, ce que tu dis, là, ça va même au-delà des. C'était la réflexion que j'avais pendant que je te lisais, c'est que ça va même au-delà des valeurs, puis de la manière dont on s'inscrit dans la société. Ça va même jusqu'à des choses très concrètes. Vous remarquerez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses du genre: «J'aimerais ça savoir faire telle affaire, mais mon père, moi, j'ai pas eu personne qui me l'a montré». Tu sais, savoir réparer des choses, savoir cuisiner, savoir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent comme dans la vie adulte, puis sont comme un peu invalides parce qu'il y a comme une chaîne de transmission de, tu sais, avant, de père en fils, tu apprenais à faire un petit peu de menuiserie, comment réparer, comment installer un cadre de porte. Tu sais, c'est comme ça a l'air un peu trivial, mais ça rentre dans la même logique que ce que tu dis, là. Mais Ouais, 100%. il y a une chose 100%. que j'ai de la misère un peu parce que le constat que tu fais, je suis conscient qu'il est réel, dans le sens que j'ai des adolescents à la maison, 14 et 16 ans, OK? Fait que c'est bien évident que quand tu regardes les jeunes de leurs âges, pour vrai, ce que tu dis là, en général, est relativement vrai. Par contre, ce que je vois qui est un peu différent ou la nuance que j'apporterais, c'est la suivante, c'est qu'il y a plusieurs familles que je connais évidemment de peur, en étant moi-même assez à droite, là, étant plus conservateur dans le milieu du baseball, très impliqué, ainsi de suite. Les familles que je vais côtoyer vont me ressembler beaucoup. Puis les valeurs que tu discutes qui ne sont plus transmises, ce que je vois, c'est que les familles autour de moi les transmettent à leurs enfants. Sauf qu'évidemment, les familles autour de moi, c'est des enfants qui sont dans des programmes de sport-études à l'école. Si je regarde les deux volets, tout ce que tu dis par rapport au volet études est 100% vrai. Sincèrement, là, le fait que les jeunes se cherchent, sont confus, on ne sait pas quelle valeur leur donner, dans tout le volet études, c'est 100% vrai. Dans le volet sportif, je suis obligé de te dire que c'est tout le contraire. Les fameuses valeurs conservatrices que tu discutes ou qu'on essaie de transmettre à nos jeunes, les entraîneurs de baseball les transmettent super bien à ces enfants-là. Travaille fort, tu vas avoir des résultats. Ce genre de mentalité-là. Puis les familles, évidemment, qui ont choisi d'aller dans ce type de programme-là, ce que je vois, c'est qu'ils veulent transmettre ces valeurs-là aux enfants. Tu sais, chez nous, les enfants, c'est eux qui s'occupent de la tonte de pelouse, c'est eux qui s'occupent du déneigement, c'est eux qui s'occupent d'aider leur mère avant que la femme de ménage vienne. Ces trucs-là, ils ont toutes leurs responsabilités, leurs tâches. Puis pourtant, tu sais, je suis une personne qui prône énormément la liberté. C'est pas une liberté qui est dévergondée, c'est une liberté qui vient avec un sens des responsabilités, puis un encadrement du jeune qui est quand même vraiment très strict. Puis des gens qui aiment beaucoup la liberté, je te dirais, le style familial que je vais observer chez eux, c'est qu'à la maison, c'est tout sauf libertaire. C'est quasi autoritaire. C'est quasiment communiste quand les jeunes ont 7, 8 ans là, dans leur style familial, parce que justement, ils veulent inculquer ces valeurs-là aux gens. Donc, c'est un peu le paradoxe que je vois, c'est qu'il y a des grands amoureux de la liberté qui comprennent que pour élever des enfants, il y a quand même un sens de responsabilité parentale extrêmement grand qui doit être utilisé parce que si on se fie à l'école, ou est-ce que là, j'adhère entièrement à tes propos, si on se fie à l'école pour éduquer nos enfants, ça va être une catastrophe, là. Ben, écoute, je suis pas en désaccord avec rien de ce que tu viens de dire. Puis
l'affaire aussi, c'est que si on voit ce phénomène-là à l'échelle sociétale, c'est parce que malheureusement, il y a aussi un retrait des gens d'un peu toute cette société civile-là qui est justement ce qui est entre l'individu puis l'État. Puis là où c'est très malsain, c'est quand il reste juste ces deux affaires-là, tu sais. Exact. Puis, ben, tu vois, moi, chez Cardus, dans mon travail, on est super intéressé à la question de la société civile. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je lis énormément. Tu sais, le livre de Robert Putnam, Bowling Alone, que je cite quelques fois dans le livre, Mhm. pour moi, c'est genre c'est une bible, là, dans le sens qu'il a vraiment mis le doigt sur le problème du siècle. Puis justement, je pense que malheureusement, les jeunes dont tu parles qui sont engagés dans des sports, qui sont engagés dans toutes les associations qui sont justement dans la société civile, Qui prône etc., la il y en a de performance. moins en moins. Il y en a de moins en moins. Fait que, par chance, il y a ces poches de résistance-là, entre guillemets, mais c'est de moins en moins répandu, puis ça, c'est vraiment dommage. Puis un mot sur ce que tu disais sur les amoureux de la liberté qui savent gérer une famille, moi, je pense que c'est vrai. Puis c'est pour ça que je veux pas trop lancer la pierre à du monde comme vous autres, parce que je trouve qu'au moins, vous avez le mérite d'être cohérent là-dessus. Après, moi, je pense aussi que quand on parle dans la sphère publique, il faut parler des deux aspects. Tu sais, parce que des fois, si on parle trop de liberté, les gens ils vont le prendre au premier degré puis dire ah, OK, ça devrait être géré comme ça tout le temps, même chez nous. Tu sais. Puis c'est ça que j'ai apprécié dans le livre de Frank, par exemple, sur NPC, tu sais, sur sur la question de la liberté, sur la question du conformisme, etc. Puis bon, tu sais que je suis assez critique de l'anticonformisme dans mon livre parce que Mhm. souvent, je trouve, puis ça c'est particulièrement à gauche, puis c'est pour ça que je te lance des fleurs un peu, que quand on dit, dans le fond, il faut être libre, ça veut dire il faut rejeter la tradition. Tu sais. Puis souvent, c'est pas une vraie liberté au sens de tu peux choisir entre plusieurs options. C'est plutôt de dire ce que tu as hérité, c'est un certain bagage, et cetera, des modèles familiaux comme c'est le mariage, et cetera. Tout ça, c'est passé, c'est oppressif, fait que si tu veux être libre, il faut que tu en sortes. Puis Ah c'est là ouais, que tu vois que dans le fond, c'est pas un choix. Puis il je y a connais pas tellement de grand monde de penseurs ce côté-là, progressistes. Puis par exemple. Quand je regarde vraiment au niveau des. Quand je te parlais des familles qui nous entourent, c'est à peu près tout le contraire. Tu sais, je veux dire, j'ai pas mhm. beaucoup de monde qui prône les troupes là, dans mon entourage. Là. J'ai Ben plus de non, gens mais c'est mariés c'est ça qu'autre que je chose dans dis. C'est mon pour ça que je dis entourage. que je veux pas te lancer à la pierre trop, tu sais, parce que puis l'affaire aussi, c'est que justement, tu sais, dans le monde ordinaire, entre guillemets, il y a personne qui pense ça. Mais Mais non, malheureusement, dans le discours public, il y en a beaucoup. exact. Et dans les gens qui le gouvernent, qui sont un peu de la même classe, entre guillemets, que ceux qui font le discours public, il y en a d'autant plus. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, après, c'est un livre justement qui s'adresse au discours public. Fait qu'il y a cet aspect-là. Mais tu sais, de dire que oui, à ce moment-là, si on est capable de reconnaître que la liberté, elle s'appuie sur des fondations qui sont plus solides, ben moi, je suis d'accord. Parce que tu sais, je termine justement en disant que le projet aujourd'hui, ça devrait être un peu de reconstruire ce cadre-là de morale, de culture, de civilisation qui est nécessaire pour que la liberté soit réalisable. Tu sais. Mhm. Ben, tu termines le livre d'ailleurs en revenant à l'institution que moi je pense qui est fondamentale, qui est celle de la famille, là, Exact. qui est, je pense, parce que, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, tu vas voir, tiens, Alexandre, là, tu seras pas d'accord avec grand-chose de ce qui est écrit dans le livre. Au final, je veux dire, le livre me rejoint à quoi, 85-90%, puis après, on est en désaccord Pas trop pire. sur des interprétations. Non, mais je pense qu'on est en désaccord peut-être sur des interprétations de ce que veulent dire certains Mhm. concepts ou certains courants de pensée. Mais tu sais, au final, moi, je pense qu'on est tellement allé loin dans le maternage des citoyens que le simple fait, comme tu le fais, de dire qu'il faut revenir à des institutions fondamentales comme celle de la famille, c'est par définition quelque chose qui va dans le même sens que moi, même si dans l'absolu, on s'en va peut-être pas dans la même direction. Mais tu sais, je pense que toi, comme nous, tu un peu découragé de voir des gens qui demandaient à ce que le gouvernement fasse le lunch de leur enfant à l'école, là. Ben ouais, c'est Tu pathétique. sais, je veux dire, Hey, ça, ça pour moi, c'est en fait la caricature de d'une version comme dégénérée de l'étatisme, là. Tu sais, Exact. c'est-à-dire, je pense que tout le monde ici, même si, toi, tu es peut-être plus, comment je dirais ça, économiquement plutôt interventionniste que nous, mais je pense que tout le monde peut s'entendre que, tu sais, le rôle de l'État, c'est les missions, d'abord régaliennes, là, La tu sais, justice. la frontière, la justice, la police, ce genre de trucs-là. Il y a personne ici qui est comme, ah, faudrait pas qu'il y ait de police. Puis tu sais, on mhm. n'est pas dans cette optique-là du tout. Par contre, je pense que les missions régaliennes de l'État, là, ça inclut pas faire des sandwichs au jambon pour les enfants, là. Tu sais, si tu n'es pas capable de nourrir ton propre gamin, je veux dire, là, là on est dans une. Là, c'est comme la déresponsabilisation à un niveau qui est comme érigé en politique publique, là. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. 100%, 100%. Puis moi, c'est comme une politique spécifique qui, pour vrai, me rend fou, là. Puis je sais, en plus, il y a du monde quand parce que j'ai fait un tweet là-dessus, là, puis il y a du monde qui me répondait, puis qui m'écrivait, t'es comme, voyons donc, Tu veux pourquoi, laisser genre, des tu veux. enfants mourir de C'est faim? ça, c'est ça. Puis moi, cela dit, je trouve que cette politique, cette proposition de politique-là qu'on entend beaucoup, tu sais, je veux dire, là, le Parti libéral essaye de le faire à Ottawa, les péquistes, les solidaires, ils reviennent tout le temps avec ça à Québec.
Hem, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent que le club des petits déjeuners, il existe, par exemple, hein. Ben oui. Fait que les gens qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont vraiment dans la pauvreté, ils en ont des services en ce moment, puis tant mieux. Mais c'est là que tu vois un peu l'esprit étatiste, puis tu sais, c'est pas mon vocabulaire naturel, mais si je te dis cet exemple-là, c'est comme tellement exagéré que même moi qui est pas anti-État par défaut, ça m'ériste, tu sais. Mais c'est comme si le fait que ça soit une initiative communautaire, privée, et cetera, qui s'en occupe, pour eux, c'était comme un désaveu de l'État parce que le principe, c'est que l'État devrait le faire. Puis si c'est pas le gouvernement qui le fait, c'est comme une faillite du gouvernement, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme on entre dans une logique qui est vraiment weird. Ouais. Puis de Ben, dire pourquoi le ça point est devrait être bon. universel par principe, tu sais. Le point est vraiment bon sur la charité parce que moi, ce que j'ai toujours dit par rapport à la liberté, justement, pourquoi c'est aussi important, mais également le sens des responsabilités qui vient avec, c'est d'abord et avant tout, tu dois mettre des efforts sur l'individu comme tel. Dans le sens que si tu t'aimes pas toi-même, si tu n'es pas fier de ce que tu fais, si tu n'accordes pas de temps à ta culture, à ton apprentissage, à ta curiosité, tu ne pourras pas faire grand-chose pour les autres. Fait que il faut vraiment que tu passes beaucoup de temps sur ton individu comme tel pour vraiment mettre des efforts pour que ça soit mieux. Ensuite, les autres efforts qui peuvent être déployés, c'est directement vers la famille. Il faut que tu mettes une tonne d'efforts pour ta famille, ça, c'est définitif. Et avant d'arriver puis d'aller à la nation et à l'État québécois, il faut que tu t'occupes de ta communauté proche. Puis, avant justement que l'étatisme embarque, le sens communautaire des gens est extrêmement développé. Moi, je prône énormément de dons caritatifs, de bénévolat. J'en fais une tonne. Je veux dire, moi, ce qui me fascine toujours, c'est que je suis président de 2 entreprises, je travaille comme un fou, puis je trouve le temps de donner des centaines d'heures de bénévolat par année quand même. Je trouve le moyen de dégager des surplus financiers pour donner des grandes commandites à des causes qui me sont vraiment à cœur. Mais tu sais, je ne donne pas de l'argent à Centraide où est-ce que l'argent se perd dans un trou noir et j'ai aucune idée où ça s'en va. Je donne de l'argent directement à des gens que je connais puis qui aident réellement les gens pour des causes qui me tiennent à cœur. Ça, je pense, c'est le bon ordre des choses. Je pense que ce qui nous est reproché souvent de notre côté, à moi puis Frank, par exemple, c'est de ne pas mettre la nation en premier. Mais quand on a une philosophie qui est construite de cette façon-là, la nation, dans ma tête, ça vient bien en dernier. Fait que, tu sais, quand je regarde le sandwich au jambon qui doit être donné à mon enfant, la dernière personne au monde que je pense qui doit la faire, c'est l'État. C'est bien évident. Non, c'est ça. Toi, tu te dis, si c'est pas moi, idéalement, ça pourrait être peut-être mes parents, un frère, une sœur. Exact. Sinon, ça pourrait être un organisme de ma ville, Exact. de ma communauté. Puis bon, dernier recours, là, on comprend qu'il y a des parents qui sont pas capables de s'occuper de leur enfant, puis que peut-être ils devraient en perdre la garde, là, puis c'est pour ça qu'existe, mettons, la protection de la jeunesse. Mais c'est pas la première. Ça devrait pas venir avant. Mmh. Moi, Exactement. Ouais. c'est le bout que je reproche beaucoup à un certain interventionnisme, c'est qu'il se substitue, dans bien des cas, Exactement. à la responsabilité individuelle. Puis je trouve qu'on est vraiment. On a dépassé le seuil de la tolérance là-dessus, là, au sens où maintenant, tu sais, on a fait plusieurs podcasts sur. Il y a un institut en France qui, à chaque année, sort un truc qui s'appelle les États moralisateurs, là, et qui fait un espèce de ranking de à quel point les gouvernements, dans le fond, ils se substituent finalement à la morale normale que les individus devraient avoir, là. Tu sais, mange pas trop de telle affaire, on va te mettre une taxe là-dessus. Tu sais, fais pas telle affaire, on va faire un règlement pour ça. On va essayer Ouais. de trouver des moyens pour limiter que les gens n'aient pas trop au casino, pis ce genre de trucs-là. Je comprends que ça peut être des problèmes sociaux, mais je trouve qu'il y a comme un cercle vicieux dans ça. Parce que je pense que tu parles beaucoup de valeurs, de transmission là-dedans, puis moi j'en suis. Mais si tu dis aux gens qui vont vivre dans un monde où l'État s'est comme substitué à leurs parents puis à leur famille dans le rôle de transmission de ces valeurs-là, dans le fond, ça vient qu'à déresponsabiliser. Pourquoi Exact. j'élèverais mes enfants pour leur apprendre des choses? Tu sais, je vais les envoyer à l'école, là, puis l'école leur apprendra à trier des Mmh. déchets, à être inclusif, à apprendre. Sinon, mais c'est un peu ça aujourd'hui, C'est pareil. exactement Ouais, ouais. ça. C'est exactement Ouais, ça, je ouais. pense. Mais après, là-dessus, c'est dur parce qu'à un moment donné, tu arrives à un phénomène un peu l'œuf puis la poule. Tu sais, je veux dire, si on regarde juste le titre, pourquoi j'ai appelé ça anti-civilisation, c'est parce que ce que le sociologue Norbert Elias, que je cite, appelle le processus de civilisation, c'est justement quand les individus apprennent qu'il y a certaines pulsions, certaines tentations qui sont pas bonnes, puis qui sont nuisibles pour l'ordre social, puis pour eux-mêmes, puis qui se disent, OK, il y a certaines normes, une certaine forme de culture à laquelle je devrais adhérer pour vivre dans une société qui est plus paisible, puis plus saine, etc. Mais
pourquoi on peut voir une forme d'anti-civilisation aujourd'hui, c'est qu'on dirait que malheureusement, puis là, c'est un truc depuis les années 60, là, une certaine vision libertaire de la chose qui dit: «Ah, ben, tu sais, dans le fond, justement, est-ce que les normes, c'est pas oppressif?» Puis là, toute l'idéologie de la déconstruction vient de là. Puis Ouais, à partir du moment où les gens, Exact. ils arrêtent de volontairement se dire: «OK, ben, j'ai besoin d'une forme d'autorestriction, j'ai besoin d'une forme d'autocontrôle», ben, c'est là que justement le gouvernement va être appelé à intervenir. Puis je dis pas ça de gaieté de cœur, c'est juste parce que les gens ils aiment pas ça, vivre dans l'incertitude, vivre dans l'insécurité. mmh, Fait que c'est un peu dur après de remettre la pâte à dents dans le tube. C'est pour ça que je finis en parlant de la famille, parce que je pense que c'est un peu la dernière institution qui a résisté à ça. Puis si on peut justement partir vers le mouvement inverse, c'est de là que ça va commencer, je crois. Mais reste que malheureusement, on est un peu dans, tu sais, la morale puis la culture, c'est du droit mou, entre guillemets, des choses que il n'y a pas de police qui va venir t'arrêter si tu fais pas, mais que tu as quand même une forme de jugement social si tu n'obéis pas à certains codes. Puis tout ça est super sain. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rappelle pas qu'il y a des choses qui sont saines, qu'on fasse respecter entre nous. Puis l'affaire, c'est que s'il n'y a plus personne qui fait respecter certaines normes de conduite de manière spontanée, ben, c'est le gouvernement qui va le faire. C'est le gouvernement qui va le faire. Puis juste une affaire sur ce que tu disais, Yann, sur la différence entre l'État et la nation. T'sais. Parce que moi, je suis un nationaliste, je veux dire, c'est comme ça que je pense mon engagement politique. J'aime beaucoup la culture québécoise, je pense qu'elle doit être protégée et tout. Puis je pense que trop souvent, on fait l'erreur, puis pas juste à droite, hein, mais de mélanger l'État et la nation. Tu sais, dans le sens que, puis ça, je pense que malheureusement, c'est un procès qui a été longtemps fait à la DQ, de la part du PQ, il faut le dire, là, que quand tu critiquais le modèle québécois, c'est comme si tu critiquais la nation québécoise. Mais tu sais, voyons, c'est n'importe quoi. Tu sais, ouais, le Québec sera encore le Québec, même sans un système de santé publique, là, je veux dire, exact. pour le caricaturer comme ça. Puis je pense qu'il faut sortir un peu de ça, parce que, tu sais, moi, autant je peux être très critique de l'État-providence, autant je pense que la nation québécoise doit survivre dans le temps, puis c'est au cœur de mon engagement politique, tu sais. Mais je pense qu'on a trop fétichisé l'État-providence comme si ça avait rapport, puis que c'était lié de manière intrinsèque. Mais tu sais, le Québec existait bien avant le modèle Ouais. social actuel qu'on a, puis j'espère qu'il va exister bien après Écoute, aussi. on se fait dire Fait que, ça tous les jours, nous autres, là. Tous les ben ça, jours, il y a un je sais très commentaire du bien. genre, «Si vous êtes pas content, allez donc vivre aux États-Unis ou dans votre Alberta». Puis je dis: «Non, mais c'est pas ça, là. C'est juste que moi, je Ouais. pense qu'on joue en dessous de notre potentiel sur un paquet tu sais, au contraire, c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'on reconnaît que le peuple québécois a un potentiel, une créativité. On trouve qu'il est étouffé par un excès de réglementation, par un manque d'encouragement à l'initiative, par un problème de culture entrepreneuriale. C'est ça qu'on dénonce. Ça ne veut pas dire que. Tu sais, c'est comme si on a fait, tu dis, c'est ça, c'est l'adéquation entre le type de gouvernance qu'on a depuis les années 60 et le peuple québécois. Ça, c'est deux choses Ben différentes. oui. Ben oui, puis je vais aller un petit peu plus loin même sur moi, j'ai ma théorie personnelle sur pourquoi c'est devenu une interprétation acceptée. Moi, je pense que la plupart de ça vient de du souverainisme post-95. C'est justement un peu le traumatisme avec la déclaration de Parisot, que là, on voulait être plus inclusif qu'inclusif. Fait que là, puisqu'on ne pouvait plus parler réellement du peuple québécois dans ce qui est, puis dans ce qui fait sa culture, puis son parcours historique singulier, ben on s'est justement garoché sur l'État-providence comme si c'était une identité de substitution. Puis les gens pensent, puis ça d'ailleurs, si tu regardes la vision entre guillemets de gauche de l'identité, c'est pas juste au Québec, là. Ils vont dire, ah, dans le fond, c'est l'adhésion à un projet politique qui fait une identité inclusive parce que tout le monde peut se reconnaître dans le projet politique. Mais ce qu'ils conçoivent pas, malheureusement, c'est que souvent, le nombre de gens qui vont adhérer à ton projet politique va être pas mal inférieur au nombre de gens qui appartiennent à l'identité majoritaire et historique d'un peuple. Tu sais, dans la mesure où c'est un non-sens absolu de dire que les gens qui sont de droite économique ne sont pas des Québécois parce qu'ils n'aiment pas l'État-providence. Tu sais, je veux dire, n'importe qui a un petit peu de logique va regarder ça et va dire ben, vous dites n'importe Ben non. quoi. Tu sais. Fait qu'on peut juste pas substituer une vraie identité qui est culturelle et qui est enracinée par un espèce de projet politique qui est super contingent et qui n'a pas vraiment rapport avec un peuple. Tu sais. Tantôt, ta façon de décrire, dans le fond, les valeurs m'accrochait parce que j'entendais ce que tu disais, puis j'entendais une voix en arrière qui me faisait penser un peu à Vincent Geloso dans le contexte pandémique. Puis je t'explique où est-ce que je m'en vais avec ça. Tu vas dire c'est un high stretch que je fais. Mais dans le sens que au niveau de la pandémie, tu sais, il y avait une ou deux nations un peu bizarres sur la planète, la Suède pour ne pas la nommer. Puis les Québécois ont perçu la Suède comme étant des gens extrêmement réfractaires à l'ordre, à l'État, ainsi de suite, parce que justement, ils refusaient de mettre des règles en place que tout le monde ailleurs mettait dans le monde. Puis Vincent Geloso, à l'époque, me disait, c'est que des endroits comme la Suède, ce qui arrive, c'est que le niveau de confiance interpersonnelle est très élevé là-bas. Dans le sens qu'il y a toutes sortes de normes sociales. C'est là que je fais le lien un peu avec toi. Il y a toutes sortes de normes sociales qui sont établies en Suède, puis que quand tu ne les respectes pas,
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de policier qui va venir te chercher, justement, mais la société va te faire sentir que tu n'es pas correct. Puis ce niveau de confiance-là interpersonnel est tellement élevé que justement, les Suédois n'ont pas senti le besoin de se mettre des règles rigides pour gérer la pandémie. Naturellement, ils faisaient attention aux personnes plus âgées. Naturellement, ils portaient des masques dans des endroits publics, même si les masques n'étaient pas obligatoires, des choses comme ça. Puis ça m'avait vraiment frappé parce que ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'une des raisons pourquoi au Québec, on avait la règle facile, justement, dans cet épisode-là, c'était que le niveau de confiance interpersonnelle entre les gens est très faible. Puis ça, je pense que ça fait un lien direct avec ce que tu parles dans ton livre, là, le système de transmission des valeurs, le fait qu'il y a des codes sociaux qui devraient faire partie de nos vies. Je veux dire, on le voit aussi sur les routes du Québec. Je veux dire, je ne veux pas être plate, là, mais les Québécois, on chauffe vraiment mal. C'est une putain de catastrophe sur les routes, de la manière de conduire. C'est pas pour rien qu'on a des pistes cyclables partout avec chacun son petit couloir. C'est que si on n'avait pas ça, on dirait que personne ne saurait comment faire attention aux cyclistes, là. Mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je fais des liens entre ce côté-là qui est très développé chez Geloso, puis de ton côté dans ton livre, qui est d'une façon différente, mais exprime sensiblement la même affaire. Ouais, ouais, non, je comprends tout à fait. D'ailleurs, pour avoir récemment déménagé à Ottawa, apparemment que c'est connu ici que les chauffeurs de Gatineau sont pas bons. Fait que clairement, il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais ouais, puis toute cette question-là, c'est vraiment fascinant. Tu sais, moi, un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, c'est Alexandre Solzhenitsyn, le dissident russe. Mhm. Quand il arrive justement à Harvard après sa libération, tu sais. Son discours qui s'appelle «Le déclin du courage», puis qui est alors que tout le monde s'attendait, tu sais, à ce qu'il arrive à Harvard, puis qu'il fasse des loges, tu sais, du monde libre et cetera, en disant: «C'est formidable, tu sais, j'ai quitté le monde soviétique qui était super pourri». Bon, on s'entend, il tripait pas sur le goulag, Non. mais le discours s'appelle «Le déclin du courage», puis il dit: «Moi, j'arrive ici, tu sais, puis je vois justement un espèce de libéralisme débridé, mais dans le fond, est où votre colonne?» Tu sais, grosso modo, il les remet vraiment face à leurs contradictions. Puis il utilise un terme qui fait réfléchir, il appelle ça le légaliste, tu sais, dans la mesure où il dit: «Quand il n'y a plus de différence entre ce qui est moral et ce qui est légal, ben là, on a un gros problème». Puis malheureusement, puis ça, j'ai pas de solution particulière pour ça, mais je juste le constate aujourd'hui. Puis je sais pas si c'est partout pareil, justement, peut-être la Suède est différente, mais au Québec, typiquement, quand quelque chose est légal, c'est comme si c'était, bar open pour le faire, tu sais. Puis on peut parler de la légalisation du pot, par exemple. Je sais pas si vous vous rappelez de la petite phrase que Lionel Carman avait dit à l'époque, hein: «C'est légal, mais pas banal». Mais ça, j'ai l'impression que malheureusement, c'est plus culturellement admis, ça. Puis c'est pour ça que, tu vois, typiquement, moi, je suis assez volontariste sur des enjeux justement comme la drogue. Puis tu sais, tous ceux qui m'arrivent avec des histoires de réduction des méfaits, là, tu sais: «Ah, est-ce qu'il faudrait légaliser la prostitution?» et cetera. Je dis: «Tu oublie ça», parce que dans la culture où on est en ce moment, là, si tu rends ça légal, ça veut dire bar open, puis tout le monde va le faire, tu sais. Fait que c'est comme un peu c'est difficile de donner sa place à la liberté, malheureusement, quand la culture est pas là. Puis tu sais, au début du livre, je cite, James Madison, c'est un père de la Confédération américaine qui dit, tu sais: «Notre système peut pas tenir sans un peuple moral». Puis malheureusement, puis on pourrait en parler, tu sais, est-ce que c'est le déclin du christianisme depuis les années 60? Moi, je pense qu'il y a une partie de ça, mais tu sais, le cadre qu'on a hérité supposait qu'il y avait un présupposé culturel qui faisait en sorte qu'on n'en abusait pas. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, ces fondations culturelles-là, ça me nuise, puis c'est un Mhm. vrai dilemme pour l'Occident, là. Mais la question que je me pose par rapport à ça, c'est dans le fond la difficulté d'un peu de, comme dit l'expression, de remettre la pâte à dents dans le tube, là. Tu sais, je prendrai un exemple concret. Quand Yann et moi, on était des adolescents, peut-être que toi, tu étais déjà, trop jeune pour avoir connu cette époque-là, mais nos parents nous disaient: ben là, tu t'en vas à ton entrevue pour ton premier emploi, habille-toi propre, peigne tes cheveux, prends ta douche, brosse tes dents. Puis, tu sais, ils nous incitaient très fortement à, tu sais, les tatouages, c'est pas bon, puis t'en mets pas sur tes bras, puis t'en mets pas des visibles, sinon t'auras pas d'emploi. Puis, tu sais, aujourd'hui, ce truc-là, ça s'est complètement évaporé, là. Parlez à n'importe quel employeur, vous avez des gens qui arrivent à leur entretien d'embauche, sont tout croches, ils ont les cheveux mauves, des pins dans le nez, puis sont burinés, ils ont le corps buriné à grandeur, puis ils trouvent, si tu sous-entends que tu les engageras pas parce qu'ils ont une apparence négligée, ils vont être extrêmement insultés de la chose. Ça c'est comme un exemple de justement certaines normes sociales qui se sont érodées. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment tu fais pour remettre la pâte à dents dans le tube par rapport à ça? Parce que c'est clair que c'est pas en faisant une loi qui va dire Ouais. ben là, les gens doivent se présenter, doivent avoir une apparence soignée, on recommande de ne pas avoir de tatou, passer le coude. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Je prends un exemple un peu grossier, mais c'est un exemple concret de la vie de tous les jours qui montre que
avant, il n'y a jamais eu de loi au Québec qui disait aux gens soyez propres, soyez bien présentés, mais c'était une norme sociale très forte là, avec les gens plus vieux qui allaient à l'église, là, les gens se checkaient. Là, celui qui arrivait avec un vieux manteau qui puait, tout le monde parlait dans son dos. Puis, c'était important. C'est pour ça qu'on disait il est endimanché. Qu'est-ce que ça voulait dire être endimanché? Ça veut dire le dimanche, on va à la messe, puis c'est là que tu t'habilles bien, que tu te laves, puis que tu es propre. Là. Mais ces normes-là se sont comme effritées. Mais comment on fait pour les remettre de l'avant sans tomber justement dans un excès d'intervention là, qui va peut-être mener à rien? Ouais, ben non, mais c'est un super bon point que tu fais là, tu sais. Puis bon, moi, j'aime à croire qu'à un moment donné, il finit par y avoir un retour de balancier, tu sais. Puis je pense que notamment quand on regarde les tendances dans la génération Z, je pense que juste quand tu es face au vide moral, culturel, et cetera, tu pas le choix de te poser la question, tu sais. Puis c'est Exact. pour ça, je pense que comme la caractéristique qui définit un peu la génération Z, en tout cas dans ses opinions politiques, c'est qu'elle va être assez polarisée. C'est-à-dire que dans tous les cas, on constate un espèce de rejet du centrisme mou, pour le dire ainsi, là, tu sais. Si tu vas à peu près partout en Occident, puis que c'est juste les Z qui votent, il y a zéro parti centriste, genre. Tu sais, c'est comme en France notamment, là, tu sais, Macron, là, il y a genre zéro vote chez les Z, là, tu sais. Puis ce que ça dit, en tout cas, moi, de la manière que je l'interprète, c'est de dire qu'il y a, tu sais, il y a une soif de retrouver un cadre. Tu sais. Puis bon, moi, je pense que de se tourner vers le conservatisme, puis c'est probablement la manière la plus apte de résister à ça pour retourner vers justement un cadre qui est stable, qui nous permet de vivre une vie qui a du sens. Mais après, je regarde, par exemple, ceux qui vont se jeter dans le wokisme, c'est un peu la même idée, tu sais, qu'on trouve une forme d'appartenance, puis des codes qui sont propres à un milieu qui est bon, qui est plus petit, puis qui est volontairement marginal, mais c'est quand même une sorte de communauté d'appartenance, entre guillemets. Puis tu sais, même la montée du souverainisme chez les jeunes aujourd'hui, tu leur demandes pourquoi, ils vont dire, ah ben tu sais, c'est parce que pour moi, l'appartenance, c'est important, puis j'ai bien l'impression qu'on n'a pas assez aujourd'hui. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le même courant de fond qui s'exprime de différentes manières, puis je pense que toutes ces manières-là sont loin d'être égales, mais il y a ce besoin-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un besoin fondamental pour l'être humain d'avoir certains cadres, de savoir comment mener sa vie, tout ça. Fait que, on peut pas rester dans le vide pour toujours. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une des pires choses qu'on nous a dit pourtant, alors que c'est encore dans le sens commun, là, c'est pas bien de juger. C'est pas vrai. Tu sais, voyons donc. Puis là, c'est probablement le gars qui est formé en philosophie politique qui parle, Mm. mais tu sais, c'est un peu notre job de s'interroger sur le juste et sur le bien. Tu sais. Puis moi, Ben si oui. tu agis dans ta vie personnelle, puis même dans ta réflexion politique, puis que tu n'es pas capable de me justifier pourquoi c'est bien ce que tu fais, puis que tu fais juste te cacher derrière le fait, ah non, mais juge-moi pas, je suis libre de le faire, etc. Moi, je vais me méfier. Parce que tu sais, si tu n'es même pas capable Ouais. de m'expliquer pourquoi c'est bien ce que tu fais, probablement que tu devrais arrêter de le faire ou au moins te questionner sur la raison pour laquelle tu t'engages Ouais. là-dedans. Tu sais. J'y avais pas pensé, mais faut pas juger, c'est une bonne phrase NPC, ça. Ah, c'est solide. Non, mais c'est vrai, puis tu C'est sais, c'est solide. tellement présent dans la conscience populaire, tu sais, c'est omniprésent, c'est hégémonique. Là. Est-ce qu'on vit dans une époque qui a une confusion énorme des genres? Parce que quand tu décris un peu la société débridée et trop libérale, moi, tu sais, je veux pas dans ma tête, ça grince parce que moi, j'aime le libéralisme. Seule affaire, c'est que le libéralisme que j'aime, c'est pas le wokisme à Harvard. C'est pas les niaiseries qui se passent dans les universités américaines. Ce qui est un grand paradoxe, hein, parce que quand on regarde vraiment là, la façon de penser, l'antithèse de ma façon de penser, c'est définitivement les woke. Il n'y a aucune chance que j'ai une pensée qui soit proche de celle des woke. Puis de voir que c'est une importation américaine, moi, je trouve ça vraiment débile dans un sens, parce que les États-Unis eux-mêmes sont le produit du libéralisme d'une certaine façon. C'est une société qui est devenue tellement riche qu'elle peut se permettre d'avoir des concepts complètement attardés comme ça dans leur Mhm. université puis être quand Ouais, même des croyances de positif. luxe, comme on dit. Exactement, Mhm. des croyances de luxe. Mais c'est ça qui est un peu fou. C'est comme si les bienfaits du libéralisme ont tellement construit beaucoup de richesses qu'on est rendu avec des problèmes complètement débiles. Là. Tu sais, c'est même pas des vrais problèmes normalement pour un être humain normalement constitué. Fait que là, tu sais, on se retrouve comme moi, un amoureux du libéralisme qui voit ça aller. Je dis, aïe, aïe, c'est complètement débridé cette affaire-là. Puis là, je me ramasse dans le clan soudainement conservateur. Mais là, tu es là, tu te dis, OK. Puis là, c'est encore là, grande confusion des genres au Canada. Ce qui prône le libéralisme au Canada, c'est des conservateurs. Puis là, tu regardes, tu dis, ouais, mais il n'y a pas un parti libéral. Ouais, mais le parti libéral, il est woke. Ouais, Fait que puis là, il tu est es là, quasi socialiste, là, tu sais. là, tu es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe sincèrement avec nos étiquettes politiques? Un liberals aux États-Unis, ça ressemble à un libéral au Canada, mais ils font ni un ni l'autre du libéralisme. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces affaires-là? Puis
Les conservateurs, je pense qu'il y a certains conservateurs qui ont préservé leur étiquette puis leur valeur, dans le sens que les conservateurs un peu plus sociaux vont avoir réussi à préserver leur étiquette. Mais tu regardes le Parti républicain aller aux États-Unis, puis il est de moins en moins conservateur, d'une certaine façon, quand tu Mhm. regardes ça aussi. Fait que qu'est-ce qui a amené à cette confusion des gens-là de ce côté-là? Parce que c'est rendu mêlant pour les gens, honnêtement, là, de Ouais, ouais, ouais. déterminer c'est quoi le libéralisme, c'est quoi un libéral, c'est quoi un conservateur. C'est comme si les étiquettes veulent plus rien dire, en fait. Ouais, mais ça, écoute, on pourrait en parler longtemps, là. Moi, Mhm. j'ai souvent écrit que le Parti conservateur du Québec, c'était le parti le plus mal nommé du Québec. Mais, puis, tu sais, on pourrait dire la même chose, en tout cas dans mon propre camp, tu sais, nationaliste, souverainiste, là. Tu sais, moi, quand je dis, ah, je suis un nationaliste, ah, tu dois être un péquiste. Non, c'est pas ça. Tu sais, pour moi, il y a une différence entre, tu sais, la question culturelle puis la question indépendance. Parce que moi, je connais beaucoup de souverainistes qui sont pas nationalistes puis de nationalistes qui sont pas souverainistes, tu sais. Fait que c'est tellement compliqué de naviguer ces étiquettes-là. Mais pour vrai, je suis content qu'on parle de la question du libéralisme et du wokisme. Parce que moi, j'avoue que la réaction de certains libéraux, ça fait partie des choses qui m'a dit, OK, ben moi, je suis pas philosophiquement libéral avant tout, tu sais. Parce que puis je pense que la manière dont le wokisme a infiltré, entre guillemets, nos sociétés, ça a fait un peu un glitch dans la matrice libérale. Puis je m'explique, c'est c'est pas un mouvement top-down. C'est pas l'État qui a décidé demain matin qu'il devenait woke puis qu'il allait l'imposer à tout le monde. C'est un mouvement bottom-up qui est passé par les universités. Mm. Ensuite, tu sais, qui a incubé une culture, une idéologie qui était propre à ça, qu'on voyait depuis les années 60-70, et progressivement, les Excuse de te couper, diplômés. mais c'est le chapitre 5 de ton livre, là, pour le dire aux gens, Oui, là, ce que tu appelles la révolution managériale. Là, exact. juste parce que je trouve que les chiffres sont intéressants. Là. Tu dis en 1900, 3% des hommes et 2% des femmes ont un diplôme universitaire. Et donc, les gens qui sont au sommet de l'appareil de l'État et des grandes entreprises, il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont pas, L'élite. ils ont pas Non. d'éducation nécessairement supérieure. Et tu dis en 1975, ce ratio-là passe de 27 pour les hommes, 22,5 pour les femmes. Et là, plus ça va, plus ça monte. Et tu dis, il y a un sondage qui a été fait par un Eric Kaufman sur le fait qu'il y a une monoculture de gauche finalement dans les milieux universitaires. Là, tu dis, au Royaume-Uni, dans les concentrations de sciences sociales, 82 des profs sont de gauche, 14 seulement de droite. Aux États-Unis, libertariens, tout ça. Non, non. 83 des professeurs sont de gauche. Et petit fait étrange, j'aurais pensé que ça allait être le pire, mais finalement, c'est peut-être le moins pire. Au Canada, c'est 73 de ces profs-là qui disent être de gauche, puis il y en a qui, les autres, 7 de droite. Les autres, ça ne le savent pas, j'imagine. Mais Hum, hum, hum. Ouais, c'est peut-être canadien, finalement. ouais, c'est ça, c'est peut-être plus canadien qu'on. C'est pas croyable, pareil. Elbows up. Pas croyable, pareil, te rendre jusqu'à l'université puis pas savoir encore si t'es de gauche ou de droite, là, euh, c'est- c'était juste pour donner Ouais, ouais, les ouais, ben stats c'est que tu ça. donnes dans ton livre, je pense, sont très pertinentes. Là. C'est clair. Puis l'affaire, c'est qu'à partir du moment où, justement, tu as une société où les postes de pouvoir, entre guillemets, tu sais, que ce soit dans l'administration, dans les médias ou dans l'université elle-même, dépendent toutes d'une même classe qui, au final, ne représente pas plus d'un tiers de la population, puis qui a son Mhm. système de valeurs à elle, ben c'est là qu'on est dans une situation un peu que certains ont appelé capture institutionnelle, entre guillemets. Puis, tu sais, face à ça, quand c'est vraiment la société civile, de manière un peu pervertie, qui a investi les sphères de pouvoir avec des idées qui ne sont pas partagées par la majorité, qui sont, à mon sens, corrosives pour l'ordre social, on peut pas juste regarder ça, tu sais, avec le regard très procédural du libéralisme, puis dire: «Ah ben, formidable, tu sais, voici une dynamique spontanée, puis très bien», tu sais? Fait que justement, quand on a une réaction parce qu'on voit bien que c'est pas les valeurs qu'on veut qui gouvernent notre société, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix d'agir. Puis, tu sais, oui, est-ce que le gouvernement peut faire des choses pour qu'il y ait plus de pluralisme idéologique dans les sphères d'élite? Tu sais, je pense que oui. Puis c'est là que, tu sais, le regard, je pense, trop procédural du libéralisme nous dessert en ce moment sur des enjeux dits de guerre culturelle. Mais tu sais, le point, je pense qu'on est en désaccord là-dessus, c'est que est-ce qu'il y a des. Parce que dans le livre, tu parles même aussi des libertariens à un moment donné. Est-ce qu'il y a des libertariens qui sont carrément caricaturaux et qui pensent que la seule affaire qui compte, c'est la liberté, puis je peux faire tout ce que je veux? Clairement, ça existe. Tu Mmh. vas en trouver sur Reddit et autres. Mais si tu prends, par exemple, des gens qui ont essayé de théoriser c'est quoi un peu la pensée libertarienne, un livre que j'aime bien pour ça, c'est le manifeste de Matt Kibbe, là, qui s'appelle Don't Hurt People.
Ben, Don't Hurt People, c'est le premier principe. En fait, lui, il fait comme expliquer ce que c'est que pour lui, la pensée libertarienne par Mhm. 6 maximes. Puis le premier, c'est ça, c'est Don't Hurt People. Fait que, tu sais, déjà, en partant, c'est si tu veux faire mal aux autres, ta liberté est quand même limitée. Là. Tu sais, il n'y a Mhm. pas de liberté de faire mal aux autres. Et le troisième principe, que je pense le plus important, c'est Take responsibility. Et dans le bouquin, il y a une petite citation que je trouve vraiment intéressante parce que je trouve que on est. Je pense que cette pensée-là est plus proche de toi, peut-être que tu le vois d'une certaine manière. Il dit la chose suivante. Puis là, c'est en anglais, désolé pour ceux là, que ça dérange, là, mais Free people step up to help our neighbors when bad things happen. No one needs to tell us to do that. We defend sometimes at great personal sacrifice what makes America so special. Freedom works to make our communities a better place by working together, voluntary, solving problems from the bottom up. Donc, c'est quand même une éthique de l'entraide aussi, de dire que c'est pas. Je trouvais que, puis peut-être c'est mon interprétation de ce que tu disais, mais moi, je ne vois pas cette pensée-là comme une pensée purement égoïste de gens qui veulent juste faire ce qui est bon pour eux, leur liberté. Puis, euh, Alors que le wokisme, oui. Hein? le wokisme, je le vois vraiment là-dedans que, en gros, tu le dis même dans ton livre, c'est la culture de la victimisation. Puis c'est Exact. moi, je suis victime, reconnaissez-moi et ne me mégenrez pas, s'il vous plaît. Mm. Ah, puis ça, c'est Dans- l'inverse de la responsabilisation. Là, ça, je veux c'est dire. ça, Complètement. mais tu sais, Complètement. puis tu sais, je dis pas qu'il y a aucun libertarien qui tombe pas justement dans l'excès de liberté à tout prix, mais quand même, si on va voir beaucoup de gens qui l'ont théorisé, c'est vraiment que la liberté fonctionne pas sans responsabilité. Tu sais. Puis la responsabilité, c'est la responsabilité d'abord de ses proches, Mm. de sa communauté. Fait que, tu sais, il y a une éthique là-dedans aussi qui est Mais interpersonnelle. C'est pas un c'est truc vrai. en silo. Là. Mais c'est vrai que le christianisme amenait ce côté responsabilité au Québec. Puis quand on s'en est débarrassé d'une manière un peu folle et déglinguée. Là. Je pense que le résultat de ça, c'est qu'on a un peuple présentement qui se cherche, puis pas rien qu'un peu. Là. Ben, c'est clair. Puis d'abord, moi, j'aimerais ça que justement nos amis libéraux classiques parlent plus souvent de liberté. Là. Ça me rejoint ce que vous dites. Puis je pense peut-être que ça rejoindrait plus de monde si on en entendait parler plus souvent. Vous allez me dire peut-être que les gens font une écoute sélective, puis c'est sans doute vrai jusqu'à un certain point. Mais je maintiens quand même ma critique au sens où ce qui fait qu'il y a une, sans dire il y a une guerre civile, mais il y a un débat à droite aujourd'hui, c'est vraiment sur la question justement, comment est-ce qu'on résiste au progressisme culturel, là, tu sais? Ouais. Puis malheureusement, je pense qu'il y en a trop dans le côté, tu sais, très libéral. Puis souvent, il y a un aspect générationnel à ça, hein. Puis je pense souvent, c'est des gens qui vont typiquement être peut-être un petit peu plus vieux que vous autres. Puis les gens qui vont être, disons, moins libéraux à droite, c'est les gens qui ont à peu près mon âge. Euh, Où on a l'impression que peut-être les vieux, ils ne saisissent pas exactement le moment culturel dans lequel on est. Puis parce qu'ils sont moins face à cette déstructuration-là de la société, eux, comment dire, juste le slogan Leave us alone, là, ça suffit, là, tu sais. Puis de dire, OK, ben dans le fond, moi, si je peux juste avoir ma petite parcelle de liberté, je vais être un petit peu loin, justement, de toutes les conneries qu'on entend dans l'espace public, puis ça va suffire, tu sais. Mais il L'ermitage. vient un point où. Hein? L'ermitage. Ben S'en va non, dans mais le c'est bois. ça, où tu sais, je vais m'en aller au chalet, garde dans le fond du bois, puis si je suis capable de garder au moins ma carabine dans mon armoire, je vais avoir la paix, tu sais, d'un coup qui viennent pour moi. Mais là, on niaise, là. Mais tu sais, juste de dire, tu sais, moi, je pense que justement, aujourd'hui, il faut engager la société, il faut engager la sphère publique, puis juste de dire laissez-nous tranquilles, ça suffit pas, parce que des fois, il y a des choses qui sont corrosives, puis c'est tout un peu la question aussi de la neutralité de l'État. Tu sais. Est-ce que l'État peut vraiment être neutre? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a toujours des valeurs qui sont priorisées de manière dite ou non dite. Puis Mm. rendu là, il faut que ce soit les bonnes. Il faut que ce soit les bonnes. Puis c'est pas de dire justement un État super maternant. Puis tu sais, moi, à chaque fois que je vais en France, là, puis que je vois les publicités, là, genre publicité du McDo, puis ça finit avec un message imposé du gouvernement qui dit manger des légumes, là, je trouve ça épais. Là. Tu sais, c'est pas ça que je veux. Là. C'est pas Ouais. ça que je veux. Mais c'est juste de dire à un moment donné, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a
une culture, il y a une Ouais. morale qui dépasse les individus, puis qu'il faut dans la sphère publique que ce soit ça. Faut qu'il y ait une norme qui est forte, faut qu'il y ait une norme qui soit assumée, puis qu'elle soit plus conservatrice que progressiste, parce que c'est ça qui maintient la société ensemble. Puis ça veut pas dire qu'il faut persécuter ceux qui sont pas dans la norme au sens étroit, là. Mais ça veut dire quand même que si tu as des principes sur lesquels ta société se base, puis il va toujours en avoir, il faut que ces principes-là soient minimalement conservateurs. Écoute, je pense qu'on se rejoint beaucoup plus qu'on pense des bouts parce que je vais t'expliquer, je vais te raconter une anecdote, mais tu vas rire, les gens du podcast la connaissent bien parce que je me suis amusé. Mais tu sais, évidemment, le langage inclusif a été pendant longtemps un des chevals de bataille de la gauche woke. Ça a pris place au gouvernement, dans les universités d'abord, au gouvernement ensuite, puis on l'a vu rentrer dans les entreprises d'une manière assez pathétique. Là. Présentement, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont dans des entreprises qui doivent encore se claquer des formations sur les terres non cédées, puis les langages Ah ouais. inclusifs, puis tout ça. Moi, dans le fond, dans mon autre travail, je suis indépendant. Tu sais, je suis un travailleur autonome comme conseiller en finance. Puis, on appartient quand même à un groupe qui s'appelle Investia, qui est chez Industrial Alliance. Industrial Alliance est le propriétaire de ça. Ben, à toutes les fois qu'on nous envoyait des communications en langage inclusif, je répondais tout le temps. J'étais là, arrêtez de nous achaler avec cette façon d'écrire-là. L'Académie française a dit bla, 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 bla. À toutes les fois, je m'amusais. Maintenant, ils ont envoyé un sondage. J'ai répondu tout croche au sondage. J'ai dit, je vais répondre à vos sondages comme du bon quand vous allez arrêter de me parler en mongol. Tu sais, j'ai carrément écrit ça de même. Tu sais. Puis, tu sais, à force de taper sur le clou, à un moment donné, on arrive dans une présentation, puis la salle est remplie de travailleurs autonomes et remplie de gens affiliés chez Investia, puis ils nous annoncent tout fièrement sur le stage qu'ils allaient mettre fin à l'utilisation du langage inclusif suite à nos nombreuses demandes. Je me suis levé, j'ai applaudi, puis tout le monde me trouvait un peu débile. Mais je veux dire, moi, comme grand amoureux de la liberté, là, j'ai pris ce combat-là, puis j'ai dit là, ça va arrêter. Là, surtout, vous allez arrêter d'écrire à mes clients en innocent comme ça. Puis le message a passé. De l'autre côté, Industrial Alliance, c'est beaucoup plus gros qu'Investia. Et il y a aussi beaucoup d'employés. Les employés n'ont pas cette liberté-là de parole. Ben, c'est ça. Ils sont prisonniers un peu de leur emploi, puis ils ne veulent pas perdre leur emploi. Donc, tu vas voir encore ça dans les autres aspects de cette entreprise-là. Tu vas voir encore ce langage-là qui est persistant. C'est juste dans le petit volet qui gérait des travailleurs autonomes, c'est disparu. Moi, c'est justement, je me dis, est-ce que c'est pas la liberté la solution à ce problème-là, d'avoir des gens qui sont libres d'esprit, qui sont libres de fortune un peu, puis qui n'ont pas de lien d'emploi, qui peuvent exprimer ça d'une manière plus forte que le retour. Tu sais, je veux dire, en 2018, on savait écrire. Là. Je veux dire, ça fait pas longtemps. Là. On peut-tu revenir à ça? Là? Moi, je demande pas de retourner dans les années 60, juste 2018 Mmh. serait correct. Là. Ouais, ouais. Ben, honnêtement, je pense que les 2 voies sont bonnes. Tu vois, regarde, excellent exemple avec l'écriture inclusive. Mais tu vois, par exemple, moi, quand le gouvernement du Québec a dit à partir de maintenant, les fonctionnaires n'ont plus le droit de l'utiliser, C'est ça fait très parfait, bien ça. mon affaire. Tu sais, Ben on oui, s'entend, à un moment donné, sans dire la fin justifie les moyens, pour moi, le résultat est plus important que si ça soit venu de manière spontanée ou de manière étatique. Tu sais. Puis souvent, c'est ça qui m'agace un peu avec l'argumentaire procéduraliste. Tu sais, puis justement, c'est pas ça que tu viens de dire, mais quelqu'un qui me dirait faut que ça vienne de manière spontanée, puis si le gouvernement l'interdit, non, ça devrait être chaque fonctionnaire qui décide spontanément de ne pas le faire. Je dirais là, tu viens dessus, tu sais? Dans le sens que des fois, tu as besoin d'avoir un message qui est envoyé à la société au complet, tu sais. Puis c'est pour ça justement que, oui, le gouvernement, c'est un entrepreneur de normes, c'est un entrepreneur de valeurs. Puis l'affaire, c'est qu'il va toujours l'être. ben, Fait en que même moi, je pense temps, juste qu'on peut pas nier ça, tu sais. Mais en Puis même temps, il ne faut pas oublier que c'est quand même le gouvernement qui a été dans les initiateurs de cette niaiserie-là. Là. C'est quand même ça. Moi, les ouais, c'est premières pas le fois, j'ai gouvernement vu qui a des. inventé ça, puis surtout pas au Québec, là, mais Ben, ils ne l'ont pas inventé, mais les premiers à l'utiliser, ça a pas mal été eux autres. Je pense que j'ai vu les gouvernements l'utiliser avant les entreprises, en réalité. Là. ouais, puis après, il faut le dire quand même, dans les entreprises, les grosses boîtes sont très différentes Exact. des Et travailleurs puis, autonomes, puis on tout ne voit pas ça. ça dans les PME. Là. Ben C'est non, tu sais, tu inexistant. Là. regardais les champions des formations à la diversité, et cetera, tu sais, c'était Apple, c'était Coca-Cola. Puis Exact. tous ces Exact. gens-là, justement, qui viennent de cette, élite cognitive, classe élitaire, on les appelle comme on veut, qui veulent flasher entre eux, tu sais, parce qu'au final, c'est quand même ça le phénomène de base, tu sais, je veux dire, Oui. c'est justement des croyances de luxe qui te donnent l'air très avancé, puis peu importe leurs effets réels sur la société, puis il y a une espèce de surenchère dans des milieux bobos de dire: «OK, qui c'est qui est le plus avancé de la gang?» Mais c'est parce que ça a des vraies conséquences qui sont Ouais. négatives sur l'ensemble de la société. Exact. C'est pour ça qu'il faut mettre à un moment donné une limite, tu sais. Mais justement, je pense que ça fait le pont avec un autre point qui, je pense, est comme un point de friction dans nos deux approches politiques. C'est que du point de vue plutôt d'un conservateur, mais d'un conservateur avec un fond de libéralisme, c'est que
on part du principe que les gens qui prennent le pouvoir instrumentalisent toujours l'État pour imposer une vision du bien commun. Et toi, je le sais que c'est un concept que tu reprends, parce que c'est un peu la trame narrative du livre, là, de conservatisme du bien commun. Et je comprends exactement où tu t'en vas avec ça. Je comprends exactement tu sais, tout ce qu'on a jasé au début, ce que tu décris, le fait que tu as des normes sociales qui se sont délitées, puis qu'on on vit dans un monde déstructuré. Je le comprends très bien. Par contre, le bout où les gens comme nous sont suspicieux, pas nécessairement de toi, mais du principe général, c'est que là, on sort des années, ben, en fait, on n'est pas encore sorti, mais tu sais, par exemple, au gouvernement fédéral canadien, on sort d'une décennie de prise de pouvoir de gens que eux, pour eux, le bien commun, là, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est la reconnaissance des terres non cédées, c'est la micro-gestion du quotidien avec les normes écologistes complètement débiles de là, vous avez plus le droit d'avoir un véhicule à essence, vous avez plus le droit de faire ci, vous avez plus le droit de faire ça. Et les gens qui critiquent cette organisation-là de la société basée sur justement une certaine vision du bien commun que je le sais n'est pas la tienne, mais c'est un peu ce qui hérite des gens comme nous, c'est de dire, ben, c'est toujours utilisé ça pour brimer la liberté individuelle. C'est, ah, tu penses que c'est ta liberté là, de faire un feu de foyer chez vous, mais tu es en train de tuer des asthmatiques là, en faisant ça. Il y a des gens que leur santé est mise à mal. Tu es contre ça, toi, le bien commun, tu sais, c'est pour la communauté, là, tu devrais te limiter personnellement parce que tu es en train de Ouais. polluer l'air, tu es en train d'émettre des GES, tout ça. Je le sais que c'est pas ta vision à toi, mais est-ce que tu partages cette inquiétude-là que si on dit que le bien commun est un objectif valable en soi, il y a plein de gens que pour eux, le bien commun, c'est quelque chose qui éventuellement va être à l'opposé total de tes valeurs à toi puis des nôtres? Ben, l'affaire, c'est que ça s'appelle la politique au final, tu sais. Puis moi, je suis juste pas d'accord sur le point qu'il peut y exister une espèce de neutralité où, justement, ça va être une espèce de retrait de l'État de la question du bien, puis comme si on pouvait se passer d'aborder cette question-là, tu sais. Pour moi, c'est l'essence du politique que de débattre du bien commun. Évidemment qu'on en a des conceptions différentes, puis jusqu'à un certain point, c'est pour ça qu'on vote, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a différents partis qui avancent différentes visions et c'est juste normal à un moment donné parce que, tu sais, toujours l'État va défendre une vision du bien. Puis je pense qu'une des choses qui a manqué à la droite, puis particulièrement au Québec, c'est d'être capable de formuler cette vision-là du bien commun parce que c'est là-dessus que les gens y votent. Puis ça veut pas dire, tu sais, c'est pas un truc qui est, comment dire, il y a pas juste une version, tu sais, il y a toutes sortes d'idéologies, et cetera. Puis à ce moment-là, c'est comment on est capable d'investir une vision pour la société qui est positive, qui défend une vision du bien. Puis à ce moment-là, les gens, ils vont se reconnaître ou ils ne se reconnaîtront pas. Mais cela dit, je vais quand même dire que moi, je pense dans une définition du bien commun, en tout cas dans la définition traditionnelle de ce concept-là qui vient de la pensée sociale chrétienne, là, c'est quand même une idée aussi de séparation des sphères, tu sais, de dire que le bien commun, c'est pas l'État qui bulldoze tout le monde, là. C'est l'alliance entre différentes institutions qui font qu'on a une société qui est épanouie. Tu sais, c'est justement, c'est les écoles, c'est les associations communautaires, c'est les familles, c'est tout ça. Puis c'est pas juste justement d'un côté le gouvernement, de l'autre l'individu. Fait que peut-être qu'on en a une vision qui n'est pas celle qu'on devrait avoir, mais surtout sur cette question-là, sur la question des valeurs dont l'État fait la promotion, parce que c'est quand même vraiment de ça qu'on parle, puis c'est ça la question qui fait friction Mhm. aujourd'hui. Tu sais. Moi, je pense fondamentalement que le rôle du gouvernement, puis ça, j'en parlais dans le Retour des Bleus, c'est de refléter le peuple dont il est l'expression, plutôt que d'essayer de le faire changer contre lui. Tu sais. Puis ça, c'est super fascinant parce que dans l'histoire de la pensée politique, puis tu regardes juste quelqu'un comme Pierre Trudeau, je me rappelle pas dans quel livre exactement, dans quel texte, mais il dit ça. Tu sais, il dit pour moi, le rôle du gouvernement, c'est pousser le peuple plus loin qu'il est pour le faire progresser. Puis là, on peut se poser la question, OK, mais le faire progresser vers où? Puis rendu là, moi, je trouve que c'est bien plus dangereux quand le gouvernement il assume qu'il y a une mission de transformer le peuple plutôt que de refléter ses valeurs et sa culture. Moi, je trouve que c'est juste normal. S'il est pour avoir une vision du bien qu'il nous ordonne, et je pense qu'on n'en sortira jamais, que ce soit celle qui est issue d'une histoire longue, etc. Parce que c'est pas égal entre un projet d'ingénierie sociale puis ce qu'on a toujours connu puis ce que notre peuple est issu. Tu sais, je veux dire, il y en a un qui est juste objectivement plus partagé puis aussi moins risqué, entre guillemets. Puis, tu vois, c'est un peu comme Fukuyama dans La fin de l'histoire puis le dernier homme. Quand il dit justement un État
universel et homogène, c'est comme sa vision justement un peu du libéralisme, etc., doit être en lutte perpétuelle contre son propre peuple, ben là, c'est là que moi je débarque. Tu sais, je veux pas un État qui est en lutte perpétuelle contre son propre Non, non, peuple. mais c'est Je veux ça. un État qui reflète les valeurs Et de c'est son pour peuple. ça que je pense qu'on peut s'entendre sur une certaine vision commune parce que moi, de ma perspective à moi, de la manière dont je le voyais, c'était de dire justement, sachant que l'État va toujours être utilisé par des familles politiques différentes avec des visions différentes du bien commun, il faut qu'il y ait des limitations intrinsèques à ça qui, par exemple, vont être la vie privée, la maison familiale. Tu sais, moi, je pense que Évidemment, toutes je les, crois à la vie privée par la maison familiale, là, tu non, le mais il y a laisses des pas. gens qui y croient pas, là. Exact. Quand politiquement, tu dis que le gouvernement doit faire les lunchs des enfants, si tu y crois pas à ça. C'est Puis, Je suis d'accord. ça, c'en est un. Quand tu dis que les gens, les villes payent des gens pour aller fouiller dans leurs poubelles sur leur terrain privé, ça, tu y crois pas non plus à la vision. C'est pour ça que je dis que c'est important et donc, moi, Ouais. je suis d'accord avec ce que tu as dit en dernier. Le bien commun, oui, mais ce bien commun-là ne doit jamais être une expérience d'ingénierie sociale pour rééduquer le peuple. Tu sais, les cours Non, mais je suis d'éthique et d'accord. culture religieuse qu'il y avait, le but de ça, c'était quoi? C'était de dire, ben là, les gens sont trop racistes, là, on va leur donner un cours pour les rééduquer, pour leur expliquer que les religions sont des vecteurs de paix et d'amour. ben, en fait, Mm. ce que Frank dit, puis j'y adhère complètement, c'est que si on est pour avoir des gens au pouvoir qui veulent notre bien commun, là, je vais Mm. préférer beaucoup Étienne Alexandre Beauregard au pouvoir que Justin Trudeau. Tout le monde s'entend là-dessus. Ben, c'est fin. Puis ça, c'est un must. Mais l'affaire, c'est que tu peux être remplacé. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on va plus avoir tendance à dire, c'est que, mettons que le gouvernement gérerait un peu beaucoup moins de choses, disons. Aurait les mains moins présentes dans le système d'éducation. Il y aurait plus de diversité de choix pour les parents dans ce qu'on veut vraiment montrer aux enfants. Probablement qu'il y aurait premièrement plus d'écoles religieuses un petit peu. Il y aurait aussi plus d'écoles. Tu sais, on ferait moins un fanatisme sur la laïcité. Il y aurait moins. Tu sais, je vais te donner un exemple. On est en train de magasiner des écoles pour notre fils aux États-Unis. On en a visité 3. Ben, on en a visité 2, puis on en a vu une en ligne. La première était une école juste de gars. 400 jeunes hommes à peu près, avec un boss à la tête de cette école-là qui a une approche un peu militaire, je te dirais. Vous allez voir, vos garçons vont en faire des hommes, Ça me parlait quand même pas mal. On se promenait sur le campus, les jeunes ont des cellulaires, mais ils n'ont pas le droit de marcher avec leur cellulaire. Il y a toutes sortes de règles extrêmement strictes de ce côté-là. On a vu de l'autre côté du spectre politique, puis sans surprise, la première était dans le bois en campagne. La deuxième au Massachusetts était dans une grosse ville. Mon fils a fait l'entrevue avec eux, il remonte en haut et il dit Man, ils sont donc bien woke, eux autres. Il dit C'est fucké, là. J'ai dit Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit Écoute, il me disait qu'il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup de nationalités, il y a plusieurs genres qui sont représentés. Puis là, je l'ai regardé, je dit Il y a plusieurs genres qui sont représentés. Ben, tu sais, la communauté LGBTQ, blablabla, blablabla, toutes ces niaiseries-là. Tu sais, il remonte en haut, il dit Je veux pas aller là. Mais tu sais, il y a une diversité de choix. Fait que, tu sais, les parents qui sont sensibles à ça, qui veulent avoir cette mentalité-là très diversitaire, peuvent envoyer des enfants dans cette école-là. Puis les parents plus conservateurs qui se disent, là, tu vas aller te faire Mm. driller, mon gars, ben, ils vont l'envoyer dans l'autre école, éventuellement. Puis c'est cette diversité de choix-là qu'on n'a pas au Québec. Fait que, tu sais, moi, si le gouvernement se retirait un peu de l'éducation pour laisser place un peu plus au libre marché, je pense qu'on irait chercher une diversité que autant toi que nous, on rechercherait. Puis, tu sais, si tu étais, par exemple, le directeur d'une école, avec des valeurs un peu plus traditionnelles, j'aurais plus de chances d'envoyer mes enfants à ton école qu'à les astiniaiseries qu'on a aujourd'hui. Ouais, ben, écoute, sur la question politique en général, l'affaire, c'est qu'on on peut pas s'extraire du jeu politique. Tu sais. Puis je pense que justement, si, tu sais, si on veut pas mener le combat culturel, puis juste dire, ah, tu sais, il faudrait juste que le gouvernement se retire, alors qu'il y a des tendances culturelles qui sont là, dans une certaine classe, mais qui ne reflètent pas le monde. Tu sais, il faut l'engager, il faut dire, OK, à partir d'un moment, là, the buck stops here. Puis c'est juste que si on abandonne de base parce que le processus ne nous plaît pas, je pense qu'on va toujours perdre. Sur la question de l'éducation, cela dit, moi, je suis très favorable à l'éducation privée. Puis je pense qu'on a un modèle qui est intéressant au Québec, dans la mesure Oui. où tu sais, puis c'est drôle, là, je me scoop un peu, mais dans 2 semaines, je sors un papier sur cette question-là avec Ardus sur la question du pluralisme scolaire au Québec, parce que c'est ça le modèle qu'on a de fait. Puis comment tu peux avoir à la fois un cursus qui est imposé à tous, puis qui est la partie bien commun, mais qui reconnaît implicitement que
les manières de s'y rendre, puis les manières, les philosophies d'enseignement sont pas toujours les mêmes. Puis ça, je pense honnêtement que c'est un entre-deux qui est super positif. Puis c'est pour ça que ça me fait beaucoup de peine que je vois qu'il y a, ben, 2 partis politiques en ce moment qui sont en guerre contre ça, comme si c'était vraiment là, Ben oui, c'est la seule c'est affaire qui le marche comme du monde, fait qu'il faudrait bien le faire Ben, en fait, l'arrêter. là-dessus, tu as non, mais c'est raison, vrai, parce que tu sais? quand tu compares le Québec au reste du Canada au niveau de l'éducation, la mixité de l'éducation, je Mmh. veux dire, on est à des années-lumière en avance des autres provinces. C'est rare qu'on est Ah oui. comme ça au Puis Québec, mais on là est la deuxième province où il y a le plus de gens qui fréquentent, le exact, privé. On est une de celles qui a d'ailleurs la tradition d'enseignement privé la plus, durable. D'abord exact. parce que les établissements d'enseignement privé au Québec prédatent l'enseignement public, tu sais. Je veux dire, les premières écoles, mais en fait, c'est celle où moi je suis allé à Québec, le collège des Jésuites qui est devenu le collège Saint-Charles-Garnier. C'est le premier collège en Amérique avant Harvard, fondé 1 an avant Harvard. Fait que tu sais, c'est non, mais c'est vrai, c'est comme c'est profond chez nous, là. Fait que c'est sûr qu'il y aurait quelque chose de dommageable là-dedans. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est positif justement, tu sais, que tu puisses avoir des écoles Montessori, des écoles qui ont des projets particuliers, des écoles plus scientifiques, des écoles portées sur les arts, des programmes de sport. Tu sais, le SSF à Québec, c'est ça, tu sais, une école qui est très taillée sport puis tout. Puis je pense que tout le monde y gagne, puis c'est pour ça que les gens ils aiment ça, mais ça veut pas dire, tu sais, pour moi, ça, c'est pas une négation d'une forme de bien commun. Puis c'est là qu'il faut le circonscrire, tu sais, parce que c'est facile de d'étirer ce concept-là jusqu'à devenir crypto-autoritaire. C'est pas ça qu'il faut non plus. Tu sais, moi, je pense que ben, tout le monde reconnaîtrait que la liberté, ça fait partie du bien, dans la mesure où il n'y a personne qui veut vivre dans une société où il n'y a pas de liberté. Tu sais. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas opposer tu sais, l'idée même de liberté à celle de bien commun. Mais je pense aussi que c'est très, très positif qu'on soit une des provinces où l'exigence, par exemple, pour les écoles qui reçoivent du financement en matière de ce qu'on peut enseigner, c'est dans les plus larges. Tu regardes en Ontario, à côté, par exemple, si tu as une école qui est privée, parce qu'il n'y a pas d'école privée subventionnée, donc c'est non subventionné partout. Puis c'est ça le modèle que Québec solidaire puis PQ essaie de Ce nous qui vendre. fait que 97 des gens vont au public à peu près, là, ou quelque chose comme ça, là. Ouais, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de petites écoles, mais l'enjeu, en fait, c'est que l'imputabilité envers le gouvernement est très faible. Puis la seule chose que tu as besoin pour avoir un diplôme, c'est de passer genre un test à la fin du secondaire de langue. Tu sais, c'est une absurdité, puis c'est ça qui fait aussi que la fraude du système d'éducation en Ontario a explosé, puis tu sais, toutes les espèces de faux collèges qui s'en servent pour faire venir du monde, puis essentiellement Ouais, vendre ouais. la citoyenneté. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, puis je pense que c'est sûr que c'est plus difficile à trouver de manière précise que juste de défendre, tu sais, soit d'un côté, tu sais, le collectif ou l'individu, mais au final, le politique, c'est quand même ça, tu sais, c'est de tracer le curseur quelque part. Puis, bon, moi, ce que je dis, c'est que je pense que le curseur, il est allé peut-être trop du bord d'une certaine forme d'individualité qui est prédatrice pour le socle de valeurs qu'on devrait avoir en commun. Ça ne veut pas dire à l'inverse qu'il faut que, justement, ce soit le gouvernement partout puis tout le temps, parce que des fois, même pour atteindre des biens réels, puis, tu sais, un bien commun comme la sécurité, comme la santé, comme l'éducation, ben, ça ne veut pas dire que un modèle sclérosé, c'est la meilleure manière d'y parvenir, tu sais. Mais c'est que je pense que un truc que je me rends compte dans nos échanges, c'est que on voit peut-être deux aspects différents de la société, puis c'est là-dessus qu'on a l'impression d'être en désaccord, mais c'est Mmh. parce qu'on parle un peu de deux choses différentes. Tu sais. Toi, le désengagement du collectif et du bien commun, tu le vois surtout au niveau des mœurs, de la culture, de la transmission. Puis c'est vrai que Ouais. là-dessus, on vit dans une époque qui est très libérale, entre guillemets, au sens où les gens choisissent leur genre, choisissent leur, sais, on est comme, tu sais, c'est dans une époque déstructurée. Puis d'un autre côté, mettons, quelqu'un comme Yann te dirait, ouais, mais l'intervention de l'État, là, je me la tape à tous les jours. Là. Depuis que j'ai commencé à travailler, ça a doublé le nombre, triplé le nombre de formulaires que je dois remplir. J'ai des inspecteurs de ci pis ça. Il y a une espèce je ne vais pas employer des mots exagérés, là, mais il y a une espèce de flicage des entreprises au Québec puis au Canada avec une surréglementation qui est incroyable. Fait que si Ouais. tu parles à un entrepreneur, il va te dire de quoi tu parles que l'État n'est pas dans nos vies. Elle n'a jamais été aussi présent. Mais toi, ce que tu regardes, c'est comme l'aspect culturel et valeurs, puis eux, ce qu'ils regardent, c'est l'aspect Mmh. entreprise et économique. Fait que c'est comme, on parle les deux de deux dimensions peut-être un peu différentes. C'est pour ça que je pense qu'on a des fois de la misère à se comprendre. Là. Ben, ça se peut. Honnêtement, je pense que c'est très juste, comme observation. Puis d'ailleurs, je pense que s'il y a bien quelque chose qui peut rassembler, entre guillemets, «les 2 familles» de la droite québécoise, c'est un peu la déconstruction de l'État administratif particulièrement. Parce que ça, je vais le dire, moi, je trouve que ça a toujours été une grosse erreur stratégique de la droite de s'attaquer en premier quand ils voulaient, mettons, privatiser des affaires, aux services que les gens connaissent et dont ils bénéficient. Genre la Parce que SAQ, par c'est comme exemple? hein? Un exemple comme la SAQ, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ah non, Ou... mais moi, ça, personnellement, je suis pour la OK, privatisation de OK, la OK. sécu, là. Mais non, mais dans le sens, tu sais, d'aller comme système de santé ou d'aller même, tu sais, l'aide sociale. Tu sais, moi, je suis pas un gros tripeux de BS, mais dans la mesure où si on voit, tu sais, la partie de l'État que les gens connaissent puis qui donne
du bien, entre guillemets, réel à des gens réels, c'est la partie la moins populaire à déconstruire, entre guillemets, ou à privatiser. Tandis que l'État administratif, justement, celui qui vient écœurer les entreprises, puis qui, sur la question culturelle, souvent, est beaucoup plus du côté progressiste woke que Oui. conservateur, là, il faut le dire. Là. Ça, Mhm. c'est comme le plus urgent. Puis d'ailleurs, croyez-en l'ancien rédacteur des discours du premier ministre, quand tu es à l'intérieur du gouvernement, puis que tu veux changer des choses dans la direction plus conservatrice, tu vas toujours trouver un fonctionnaire pour venir te dire ah ouais, on n'est pas sûr ou on aimerait mieux pas, puis tout. Puis ça, c'est comme, il y a vraiment, dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui au Québec, mais c'est le cas ailleurs aussi, le premier ministre est la personne qui accueille tout le blâme. Tout ce qui va mal, on y jette les tomates, mais souvent, on propose, puis ça, c'est un «on» qui désigne surtout, les médias, la classe universitaire, et cetera. La solution, c'est toujours de créer plus de soi-disant contre-pouvoirs, des commissaires indépendants, des ci, des ça, qui vont juste te mettre une ceinture, des bretelles, puis qui font que, de fait, tu peux pas changer la direction dans laquelle tu es en ce moment. Puis si on pense, puis moi, je le pense autant que vous autres, qu'il faut réformer le modèle québécois, mais ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de tout le temps ajouter des choses qui limitent le pouvoir de l'exécutif. Puis surtout quand on est, disons, pas dans la classe qui gouverne en ce moment, l'exécutif, c'est la seule chose qu'on peut gagner réalistement parce que le seul pouvoir qu'on a encore, c'est de gagner des élections. Fait que moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention si on veut encore diminuer le pouvoir qui est déjà très minime, réel en tout cas, de l'exécutif, particulièrement au Québec et au Canada, parce que c'est la seule chose qui permet de changer de direction. Tu sais. Puis même chose quand on parle des tribunaux. C'est comme si on présumait que ces institutions-là étaient sages alors qu'ils font plein de jugements qui sont vraiment tout croche. C'est juste le truc des pistes cyclables en Ontario, là, qu'au nom du droit à la vie, Doug Ford n'a pas le droit d'enlever des pistes cyclables au centre-ville de Toronto. C'est une absurdité patente. Et pourtant, on suppose que ces Je institutions-là l'avais sont pas vu plus passer, elle. sages. Ah non, mais ça pour vrai, c'est bon, Ouais, là. ouais. Je veux dire, le gars, il est réélu avec dans sa plateforme, je vais enlever des pistes cyclables qui sont trop gênantes. Puis, au nom du droit à la vie, les associations de cyclistes sont capables de l'empêcher de le faire dans un Ouais. pays qui permet l'aide à mourir et l'avortement, qui ne sont pas vus comme des violations du droit à la vie, hein, on se rappelle. Mais enlever, par exemple, une piste cyclable, ça, c'est scandaleux. Fait que ça dit juste que moi, j'aime mieux, tu sais, Puis c'est ça, parce que je pense que souvent, on a un peu l'illusion de dire que le pouvoir peut juste ne pas exister ou ne pas être exercé au sommet de la pyramide. Mais il va toujours avoir quelqu'un qui décide. Tu sais. Puis moi, j'aime mieux quelqu'un que je suis capable de congédier aux 4 ans s'il fait mal sa job que quelqu'un qui a un mandat à vie à la Cour suprême ou qui a un job à vie dans la fonction publique ou dans un autre soi-disant contre-pouvoir qui, en fait, souvent a plus de pouvoir Mmh. sur l'exécutif qui pourtant continue de prendre le blâme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais écoute, s'il y a quelque chose, je pense qu'on a erré beaucoup au Québec. Probablement à cause qu'il y avait de l'exagération sous les années du Plessis et tout ça, parce que tu sais, les bleus rentraient, on congédie les rouges rentrent, on congédie les bleus. Je pense que c'était débile un peu. Mais la sécurité d'emploi à vie dans la fonction publique, c'est probablement une des plus grosses gaffes qu'on a faites dans l'histoire de la société. Là. C'est une catastrophe, cette affaire-là. Parce que comment tu fais pour changer la culture d'une organisation quand la personne remplaçable, c'est le boss? Je veux dire, ça marche pas. Ah Là. ouais. Ah ouais, mais Ben ouais, puis tu sais, on pourrait dire la même chose, là. En ce moment, beaucoup de gens critiquent le gouvernement parce qu'ils n'ont pas assez réduit la taille de la fonction publique par rapport à leurs promesses. Puis bon, c'est vrai que dans les chiffres, on n'est pas là, tu sais, ça continue d'augmenter. Mais en même temps, imaginez-vous si vous êtes à la tête d'une machine qui est une roue à cliquet. Tu sais, à partir du moment où quelqu'un est là depuis 2 ans, tu peux pas le mettre dehors. Fait que quand Ça marche tu pas, ça. réduis les chiffres, ça va être juste les nouveaux qui viennent de rentrer, qui souvent, bon, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais les jeunes dans une organisation, ils travaillent fort, tu sais, je veux dire, ils sont encore motivés, tu sais, ils n'ont pas été avalés par la machine, entre guillemets, de la culture de la complaisance. Puis souvent, c'est là que tu veux le plus brasser les choses dans une organisation. Puis moi, j'en connais, tu sais, des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui sont rentrés dans la fonction publique, qui sont mis dehors parce que c'était les plus récents arrivés. Puis en même temps, il faut comprendre justement que quand on décide, encore une fois, de brider le pouvoir du gouvernement, puis que ils veulent quand même réduire, ben, c'est juste ça qu'ils vont être capables de faire. Fait que j'ai l'impression, comme tu dis, que tant qu'on ne touchera pas à la permanence d'emploi, ben, on va juste faire des quick fix puis mettre des plasters sur le problème, mais Exact. ça va jamais changer. Tu sais. non, clairement. Écoute, Étienne, on va pas trop prendre Ouais, c'est 1h10 quand même. de ton temps quand même, mais je pense que ça aurait pu durer 3 heures parce que, comme vous l'avez vu, les auditeurs, il y a beaucoup de points de convergence, il y a des points de désaccord, mais que je pense qu'ils sont peut-être moins profonds qu'on pourrait, C'est qu'on le but pourrait d'un penser. livre. Je pense que c'est le but d'un Exact. livre. Puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux rappeler aux gens comment où ils peuvent se procurer le bouquin et peut-être comment te suivre s'ils s'intéressent à ton travail avec l'institut où tu travailles, tes réseaux sociaux, etc. Ouais, ben d'abord, le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies au Québec, là, sur le site de Renaud Bré, sur le site des libraires indépendants ou directement
en librairie, là. Il est trouvable à peu près partout, vu qu'il vient juste de sortir, normalement, vous n'aurez pas de problème à le trouver. Ah, ben, vous pouvez me trouver sur Twitter à EA Beauregard. C'est là que vous avez justement mes coups de gueule intempestifs contre les lunchs étatisés et plus encore. Puis c'est ça, pour vrai, merci de m'avoir accueilli. Ça m'a vraiment fait plaisir de jaser avec vous autres. Puis écoute, au plaisir de repasser si jamais. Absolument. Merci Ben, beaucoup d'avoir merci. été là. C'est bon, salut.